Il y a beaucoup de gens, quand on les questionne, qui ne savent pas véritablement qu'on met encore aujourd'hui en France beaucoup de déchets dans des décharges. Donc c'est une décharge, hein, c'est un trou dans le sol, on fait une petite étanchéité, on met quelques centaines de milliers de tonnes de déchets à l'intérieur, on recouvre, on réétanchéifie, on végétalise, et puis après, c'est pour les générations futures. Et dans 50 ans, 5000 ans, 50 000 ans, votre décharge elle est toujours là. Il y a une bonne partie des déchets, environ la moitié des déchets qui partent en élimination en France, le fameux bac bleu ou gris, qui finissent en décharge. C'est un cadeau mortifère qu'on envoie aux générations futures. On ne peut pas laisser perdurer ça, et ça a été la base de la création de solutions recyclage. C'est comment on arrive à retenir certains déchets qui allaient aller en décharge parce qu'en trop petit volume, parce que personne ne voulait les trier, parce qu'ils ne rentraient pas dans la bonne case. Comment on essaie de sauver une partie de ces déchets-là pour en faire quelque chose de plus sain. Donc on est vraiment aux premières étapes de la chaîne qui va conditionner finalement tout le cycle de recyclage derrière. Nous, notre credo, c'est plutôt que de trier, on ne mélange pas. Le non-mélange est beaucoup plus performant. C'est la meilleure façon d'arriver à une boucle parfaite. On a peut-être une idée reçue que le centre de tri fonctionne très bien et qu'il trie tout. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, aujourd'hui, avec tous les systèmes optiques qui existent, les centres de tri hyper modernes, on arrive à séparer des matières dont l'identification est assez franche. Dans les centres de tri, il y a des étapes qui permettent de supprimer ce qu'on appelle les refus, des choses qui ne valent pas le coup d'être triées, et notamment les déchets de petite taille sont souvent évacués. Quand on prend des bouchons, par exemple des bouchons de bouteilles pour des associations qui les collectent spécifiquement, je ne suis pas certain que dans les centres de tri, on arrive à les récupérer. Alors que quand on les collecte bien, quand on les sépare et que le geste de tri de l'usager est bien fait, c'est beaucoup plus simple. Quelque part, on a fait un peu de la low-tech en se réappropriant des modes de fonctionnement un peu classiques, mais qu'on peut retrouver dans d'autres endroits du monde. Nos clients sont surtout essentiellement des entreprises ou des administrations, en tout cas le monde professionnel. C'est un client qui fait des réseaux lumineux pour l'industrie automobile. Donc il va faire des petits câbles pour faire le réseau électrique de la voiture. Faire de la belle matière en sortie, il fallait de la belle matière en entrée. Ici, vous avez vraiment quelque chose qui est nickel. Il y a zéro polluant. Tout est vraiment nickel. Pot de fleurs comme ici. Même matière que le masque également. Le masque jetable, c'est du polypropylène. Comme ça, physiquement, on ne voit pas du tout le rapport entre un masque et ça, et pourtant, c'est la même chose. Donc là, il y a ces petites choses-là à enlever, et puis on voit toujours qu'il y a de la salissure. Ça, bien évidemment, ça ne peut pas être recyclé en l'état. Puisque la petite terre qui est ici, c'est comme faire du chocolat, un gâteau au chocolat, où vous mettez votre chocolat avec de la poussière dessus. Généralement, vous n'aurez pas envie de manger le gâteau qui sera fait après. Donc il faut d'abord laver la matière. Le directeur du magasin Truffaut d'Orvaux, près de Nantes, il ne supportait pas de mettre dans sa benne tout venant des produits qui pouvaient avoir une deuxième vie. Donc sur tous ces produits-là, c'est des choses qui, quand on interroge des recycleurs classiques, ou si vous allez dans une déchetterie publique, où il n'y a pas de contenant pour ça. Donc il faut aller chercher, il faut passer un petit peu de temps, réussir parfois à aller dans des petits trous de souris, parce que ce que vous voyez là, 700 kg, ça paraît gros pour quelqu'un qui en fait peu, mais pour un recycleur, c'est tout petit. Donc ça veut dire que en ayant des tout petits volumes comme ça, il faut qu'on arrive à se faire accepter, soit en se groupant avec d'autres lots de qualité similaire, soit en ayant des contacts particuliers avec certains régénérateurs. Par exemple, les masques Covid, où là on a créé la filière. On est allé voir des partenaires plasturgistes et on a travaillé ensemble pour concevoir un système qui allait permettre de fonctionner efficacement pour recycler la matière. On a réussi à trouver tous les acteurs au même endroit, à peu près à une vingtaine de kilomètres les uns des autres, dans la vallée de l'Ain, près de Yona. On en fait du textile, on va faire des t-shirts qui doivent bientôt apparaître. Je ne sais pas si on la voit à l'écran ici. Là, on a une belle chaussette qui est faite justement en masque, donc que j'ai essayé tout à l'heure. Là, c'est pareil, c'est du masque qui est injecté, mais voilà ce qu'on peut faire avec le polypropylène qui est issu des masques.
Et les gros acteurs ne sont pas forcément positionnés là-dessus. Notre but, ce n'est pas de faire de l'argent avec du déchet, c'est vraiment de trouver une solution la plus intelligente possible pour les déchets qu'on trouve. En fait, nos clients, ce qu'ils veulent, c'est pas gagner de l'argent avec leurs déchets. Ce qu'ils veulent, c'est leur trouver une fin de vie honorable. C'est le recyclage le plus proche possible, enfin, dans des conditions vraiment optimisées d'un point de vue environnemental. C'est ça qu'on cherche à faire. Notre prestation, elle a un coût. Ça, c'est certain, on ne peut pas la faire gratuitement. C'est-à-dire que même si parfois il peut y avoir des recettes de valorisation tout au bout de la chaîne, puisque des produits vont être revendus, ça coûte tellement cher les étapes intermédiaires que, au final, la prestation de collecte reste payante. Il y a des gens qu'on visite, des entreprises qu'on visite et qui ne comprennent pas le sens du tout de ce qu'on leur demande. Il y a tous ceux qui ont envie de faire un effort parce qu'ils sentent que le sujet est important pour eux et ils sont convaincus que ça a du sens de le faire. Et ceux qui ne sont pas encore dans ce mode. Et c'est clair qu'il y a 10 ans, nos premiers clients, c'était des gens qui avaient vraiment des convictions chevillées au corps et qui avaient envie de faire bouger les choses. La pensée écologique était un peu avant-gardiste au début, puis elle commence à contaminer un petit peu tout le monde. Regardez la publicité. Chaque marque a envie d'être plus verte que l'autre. Il y a 5 ans, c'était inimaginable. Puis environ 2 ans, là, les choses commencent à changer. La période de confinement et de Covid qu'on a connue, je pense, a accéléré un petit peu le mouvement. La prise de conscience est beaucoup plus forte. Là, on est vraiment sur un sujet où les gens ont compris que maintenant qu'on avait pollué les océans, ça y est, c'était trop tard. Le mal était fait et on ne pouvait plus revenir en arrière. Et ça, je pense que ça a beaucoup frappé les esprits. Je suis avec ma boîte de pansement. On ne peut pas tout changer d'un coup. Une entreprise, c'est un groupe humain, donc plus le groupe est important et grand, plus c'est compliqué de changer. Comme un paquebot, pour le faire changer de direction, ça prend un peu de temps. Et il faut bien qu'on soigne le problème avec les premiers outils qu'on a à notre disposition. Et pour moi, les premiers outils, c'est le recyclage si on peut le faire. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'être dans la solution la plus intelligente. Donc si on peut ne pas créer de déchets, c'est encore mieux. Si jamais on peut faire ou du réemploi ou de la prévention de déchets, eh ben on va les aiguiller vers ça également. La consigne se développe de plus en plus, c'est vraiment l'avenir. Nous, on travaille avec une structure locale qui s'appelle Bout à Bout, qui a relancé la consigne du verre dans la région il y a quelques années maintenant, ça marche super bien. On travaille de concert sur certaines problématiques et on est leur logisticien sur certains clients, sur certains flux. Ça nous plaît parce qu'on n'est pas que dans la fin de vie du produit, on lave le produit et on n'a pas besoin de dépenser plein d'énergie pour retravailler de la matière. Le recyclage, pour moi, c'est quelque chose qui est censé être temporaire ou alors qui va se réduire en volume, puisque si on utilise des produits durables, on peut avoir des produits durables qui peuvent être aussi en plastique. Le plastique, ce n'est pas un gros mot en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être problématique. Et qu'on soit sur du bois, sur du plastique, sur du verre, à partir du moment où un produit est en fin de vie et qu'il est suffisamment dégradé pour ne plus remplir l'usage auquel on l'a destiné, eh bien, il faut en faire quelque chose. Et plutôt que de le jeter dans un incinérateur ou dans une décharge, si on peut le retransformer, retravailler la matière chimiquement, physiquement, pour refaire un autre produit sans dépenser de la matière première supplémentaire, on sera clairement dans notre rôle. Donc le recyclage n'est pas mort, mais surtout il ne doit pas occulter le véritable sujet qui est de traiter intelligemment les déchets. On a vécu quelques décennies dans le monde du jetable, ce que je trouve complètement affligeant. Et ça, je pense que c'est le nouvel enjeu qu'il faut mettre en priorité, c'est comment on arrête de consommer des choses qui vont durer 30 secondes. On parlait du plastique en disant c'est problématique le plastique, mais les contenants qui sont en plastique ou en carton, et souvent carton un peu plastifié, on ne le voit pas forcément, c'est le problème de fabriquer, jeter. C'est ça, je pense, qui est le véritable enjeu là, des prochaines années. Et la loi l'a bien fixé. Dans la loi, dans le Code de l'environnement, il y a des actions de gestion des déchets qui sont priorisées. D'abord, on essaie de refuser, de prévenir les déchets, de réemployer. Ensuite, on recycle. Éventuellement, après, on essaie, si on ne peut pas recycler, si on est obligé de s'en débarrasser, de créer de l'énergie avec. Et voilà, et j'ai envie de dire, la mise en décharge, ça devrait être interdit. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de collectivités qui font payer
au poids, au volume, les déchets, donc ça coûte un certain prix. Et quand on a un certain volume de déchets et qu'on ne les trie pas, ça part au tout venant. Et là, c'est un coût de gestion des déchets qui est en train d'exploser. Autant, il y a quelques années, ça pouvait coûter plus cher de recycler, surtout des petits volumes, que de ne rien faire et de mettre ça en tout venant. Aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser et c'est très bien. Sur les déchets, je pense qu'il y a un vrai manque de connaissances et de prise de conscience de la part des élus qui créent les réglementations. Il y a deux exemples qui me viennent en tête pour illustrer ça. Le premier exemple, c'est au début du mandat d'Emmanuel Macron. Je me souviens très bien d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui annonçait devant les médias qu'en 2025, 100% des plastiques seraient recyclés. Techniquement, c'est infaisable, c'est impensable. C'est un manque de compréhension du sujet, de connaissances, j'en sais rien, mais là, clairement, les politiques ne sont pas du tout au niveau. Et le deuxième exemple, toujours sur les plastiques, on a ce qu'on appelle le décret 5 flux, qui oblige les entreprises à trier au moins 5 flux de déchets. Et parmi ces flux, il y a le flux plastique. Mais comme si plastique, c'était une matière à part entière. Et là, c'est une méconnaissance technique totale, puisque le plastique, c'est en fait des plastiques. C'est plein de polymères différents qui se recyclent de façon différente. Ils ne fondent pas à la même température, et c'est comme si vous faites de la cuisine, de la pâtisserie par exemple. Si vous mettez des matières qui fondent à 80 degrés et d'autres à 180 degrés ensemble, que vous mettez une température moyenne, vous aurez des particules qui seront carbonisées d'un côté et d'autres qui ne seront pas fondues de l'autre. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et le fait de dire dans la loi et dans la réglementation qu'on va traiter le flux plastique, c'est aussi un non-sens d'un point de vue technique. Et après, les recycleurs essaient de se débrouiller avec ça. Et on revient à la question du début. Si on met tout dans un seul flux et qu'on essaie de retrier derrière, eh bien, bon courage pour celui qui va vouloir régénérer la matière d'une bonne façon pour créer un produit noble derrière. Ça ne va pas être très simple pour lui.